Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Des choses marrantes à partager, je dis ok, à 18h30 on le fait, à 19h30 on va boire des bières, et en fait à 23h30 on y était encore. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Très bien, bonjour Alexis. Et écoute, ça me fait très plaisir que tu aies accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Les plus récents auditeurs, auditrices ne le savent peut-être pas, mais Julien, c'est plus qu'un vétéran de l'entrepreneuriat, c'est aussi un vétéran de Yaniro parce que tu as été dans les premières personnes qui m'ont fait vraiment l'amitié d'être interviewé dans le podcast initial de Yaniro et tu rempiles parce que tu as plein de choses à raconter et tu es le bienvenu. Et parce que la première fois, c'était un vrai plaisir. Et en plus, tu étais venu à la maison, on avait fait ça à l'ancienne. Et maintenant, on fait ça avec des méthodes modernes, à distance, mais avec toujours autant d'amitié et de professionnalisme. Bravo d'ailleurs pour le chemin parcouru. Bah écoute, c'est un plaisir et puis j'adorerais te dire que j'aurais aimé te rejoindre pour enregistrer en présentiel parce que c'est quand même très joli par là où tu es, mais bon, ça sera pour une autre fois. Donc, petit rappel de ce qui va se passer aujourd'hui, de ce nouveau format, de cette nouvelle série. Vous le savez, dans le podcast Human Factor de Yaniro, traditionnellement, on prend des experts de la RH, des expertes de la RH, donc probablement des DRH de start-up et on leur demande de partager leurs meilleures pratiques sur ce qu'elles savent faire de mieux et on décide un petit peu pour varier un peu les angles, de faire quelque chose de nouveau, à savoir de rencontrer des serial entrepreneurs comme Julien, qui en plus d'être serial entrepreneur connaît bien le milieu de l'entrepreneuriat sous plusieurs angles, mais on s'en parle juste après, pour quelque part voir le prisme people, RH, humain, on met le mot qu'on veut, par un autre angle, parce que, on va le dire un petit peu quand même pour de vrai, je pense que certains DRH qui nous écoutent, des fois se demandent qu'est-ce qu'il y a dans la tête de leur CEO et de leur founder. Et ben voilà, j'en ai décoté un vrai en chair et en os pour lui poser tout un tas de questions et on va commencer. Mais avant, Julien, est-ce que tu accepterais de faire un petit pitch version rapide, donc on n'est pas chez Mathieu Stéphanie, que je salue s'il nous écoute, donc on va pas remonter jusqu'à ton collège pour faire un épisode de 3 heures, mais si tu veux nous faire quelques mots sur ta vie d'entrepreneur, ça serait avec plaisir. Avec grand plaisir, bonjour à tous. Donc j'ai démarré en 1992, mon premier site internet à l'époque où sans doute nombre de nos auditeurs n'étaient même pas nés. Et donc création des premières applications, conception, création, hébergement de site internet. Puis pendant 9 ans, j'ai fait mon armée à France Télécom à New York sur des fusions-acquisitions, récupérer les bonnes idées, les ramener en France. Après, j'ai quitté pour co-lancer une startup qui s'appelait Langage Virtuel, qui faisait de la vidéo synchronisée avec des slides, qu'on a revendu à Genesis Conferencing. Comme dans 81% des acquisitions, ça s'est pas super bien terminé, l'acquisition. Du coup, j'ai travaillé au lancement d'Akamai en Europe du Sud, qui est vraiment la boîte américaine par excellence, qui doit être aujourd'hui aux alentours de 9 milliards de valorisation. Alors, je m'occupais que de l'Europe du Sud, ce qui est déjà pas mal. Et qu'on a monté de 100 000 euros à 35 millions d'euros en 7 ans. Et puis, à la fin... J'avais oublié un truc, c'est que mon contrat de travail n'était qu'à la commission. Et quand on fait 35 millions de chiffre d'affaires, en fait, on a des bons salaires. Et donc, du coup, à un moment, on dit, soit il gagne trop, soit ça suffit. Et donc, je suis parti. Et à force de monter des boîtes pour d'autres, je me suis dit, tiens, je vais lancer la mienne. Et j'ai créé vraiment le stéréotype de la boîte en hyper-croissance. Donc, on appelait Cedexis, l'aiguilleur du net, le Waze de l'Internet. Donc, c'est vraiment très cloud, infrastructure, etc. Mais en termes RH, qui a été une vraie famille, et je vais insister beaucoup sur ce terme-là. Je fais une toute petite virgule sur Cedexis parce que c'est vrai que Cedexis, ça faisait partie des géants cachés, enfin peut-être de boîtes qui étaient moins identifiées que d'autres. Et avec ton autorisation et avec beaucoup de tendresse, je pense que si vous souvenez de Cedexis sans le savoir, est-ce que vous vous souvenez d'un jour où tout Internet marchait plus ? C'était à cause de Cedexis, non ? Parce que Cedexis, effectivement, fait le routage de la plupart des sites à une époque, c'était ça, non ?
Ouais, on avait 4,6 millions de sites internet dans le monde, et donc c'est un peu comme Waze où on cartographiait l'état de santé de l'internet, et ensuite, à la différence de Waze, c'est qu'on prenait aussi le volant pour prendre la meilleure route, et donc du coup accélérer les sites et les applications mobiles, et éviter, par exemple, quand tu regardes une vidéo et qu'elle bufferise, vous avez la petite rosace qui tourne, en fait 80% des internautes arrêtent de regarder cette vidéo, et on résolvait ce problème-là. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu 2 clients asiatiques qui ont cherché à se racheter, et puis ça l'a pas fait, donc du coup ils se sont hackés les uns les autres, et comme ils utilisaient tous les deux les solutions de Cedexis, en fait ils se sont fait un espèce d'harakiri, et ils ont fait tomber toute la plateforme. Alors j'avais imaginé tous les scénarios possibles de panne hypothétique, enfin, et en termes RH, on pourra en parler, parce que on passait d'un mode très start-up cool à un mode militaire, parce que là, il faut que ça déploie. Et le coup de je me fais tomber moi-même pour faire tomber les copains, ça, je l'avais vraiment pas anticipé. Et donc, oui, pendant 1h10, c'est 3 jours après l'élection de Macron, il y avait plus de presse en France, plus de médias, il y avait plus les pubs de Facebook, il y avait plus Twitter, il y avait plus Alibaba, Tencent, Baidu, Airbnb, Bloomberg. Et le seul média français qu'on n'avait pas, c'était BFM. Et BFM avait tweeté un truc qui m'a... Là aussi, que j'avais pas pu anticiper, même si tout le reste était quand même bien sous contrôle, avait tweeté suite à l'élection de Macron, tous les sites médias français sont attaqués, donc aucun rapport avec la réalité. Non. C'est le Waze au milieu qui est attaqué par lui-même. C'est ça. Et donc en fait, tout notre système de routage a été dans le noir, donc on a mis tout le monde dans le noir pendant 1h10. Et si on switch directement sur la partie RH, dans nos SLA, donc Service Level Agreement, on garantissait à tous nos clients 100% de disponibilité. Ça permet de raccourcir le cycle de vente, et puis de gérer les problèmes le jour où il y en aura. Et là, on était dedans, et avec 1h10 d'outage, de panne, on devait 2 mois de facturation à 100% de nos clients. Donc autant dire que en tant que start-up, ça piquait fort. Et la chance qu'on a eue, c'est justement la philosophie de travail des équipes avec les clients, et les différents entraînements qui nous permettaient de dire, tiens, là, on tapait sur un gong, là, ça y est, tout est par terre, qui doit faire quoi, à quel moment, qui doit réagir, comment contacter tous nos clients pour nous contourner. Et ça, c'était tellement rodé que sur 100% des clients, j'ai eu 0 demande d'avoir, rien, aucune. Et ça a été ma plus belle satisfaction sur l'approche du client, la philosophie de l'équipe, et la satisfaction des clients, parce que c'était mortel en fait comme panne. Et puis après, dans ce que j'avais pas imaginé, c'est que les journalistes avaient tapé à la porte en disant qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tout l'internet tombe par terre à cause de vous, et comme en plus on était dans des locaux qui étaient adossé aux locaux du monde.fr, autant dire qu'on avait les camions satellites devant la porte et tout, donc ça c'était un grand moment. Et donc c'est arrivé qu'une seule fois, mais ouais. Je m'en souviens très très bien. J'imagine bien. Et alors sur petit moment promo interne, sur si l'aventure Cedexis, donc comment on monte, on vend une boîte à 100 millions au début 2018, parce qu'on s'est rencontrés à ce moment-là avec 75 personnes dedans à peu près, vous pouvez écouter l'épisode complet de Julien dans un ancien épisode du podcast, non pas The Human Factor, mais My Own Leadership de Yann Hiro. Et qu'est-ce que tu as fait après Cedexis, après avoir revendu Cedexis à Citrix? Eh ben, en fait, Citrix a été vraiment parfait pendant toute la période de vente. Par contre, mes investisseurs ont été particulièrement odieux. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils étaient odieux, ou est-ce que c'est parce que moi, j'avais pas tout compris? Je pense qu'il y avait un peu un mix des deux. Et j'ai pas voulu rejoindre Citrix, donc je me suis auto-licencié de ma propre boîte, enfin un truc bien schizo. Et du coup, j'ai pas eu le droit de travailler pendant 1 an, et j'ai fait un exec MBA à HEC. Et parce que j'étais autodidacte et que j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur et le besoin de rendre un peu un côté académique à toutes ces intuitions. Et puis, entre le moment où tu as la vente et le moment où c'est annoncé, il y a quand même un délai significatif qui opère. Et l'annonce a été, faut quand même arriver à justifier les honoraires exorbitants des avocats. Donc, ça prend un peu de temps. Et quand l'annonce a été faite, en fait, j'étais en cours. Et là, mes petits collègues m'ont dit,
est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Cedexis, qui était quand même citée future licorne française 3 années de suite, donc il y avait quand même des choses marrantes à partager. Je dis ok, à 18h30 on le fait, à 19h30 on va boire des bières, et c'était bon. Et en fait, à 23h30 on y était encore, avec même des larmes, parce qu'il y a eu des moments géniaux et puis des moments aussi très 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 durs. Et donc à 23h30 on y était encore, et là quand j'ai terminé, il y a un prof qui m'a dit hop Julien, viens par là, tu vas nous transformer ça en cours. Et puis c'est comme ça que je suis devenu autodidacte prof à HEC, donc ça c'était encore un autre moment. Et j'ai essayé beaucoup de créer des confs sur Vie ma vie d'entrepreneur pour éviter que d'autres entrepreneurs fassent les mêmes bêtises que j'avais faites. Faut imaginer que quand on a créé Cedexis, c'était la BPI n'existait pas, l'entraide entre entrepreneurs n'était pas aussi prononcée qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas Yaniro et tous les conseils podcasts qui nous permettent d'avoir une vue différente des problématiques. On est un peu tout seul dans sa cave. Et donc, du coup, j'ai transformé ça en cours, mais l'effet de levier pour aider les entrepreneurs à éviter de faire ces bêtises-là n'était pas suffisant. Et donc, comme à chaque fois que je montais une boîte, à chaque fois, j'avais quand même des grandes divergences de point de vue avec les investisseurs, je me suis dit, je vais passer du côté sombre de la force, et j'ai pris la direction générale du Crédit Mutuel et du CIC sur tous les investissements start-up. Donc, j'avais 250 millions à déployer, et ma mission, c'est secouer le cocotier sans rentrer dans le moule. Et ça, c'était vraiment hyper instructif, très intéressant, parce que tu as une maison qui fonctionne très bien. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui y travaillent et la chance qu'ils ont d'y bosser, parce qu'en plus c'est un financement evergreen. Donc evergreen, contrairement à beaucoup d'investisseurs, ils doivent rendre l'argent au bout de 6-8 ans. Là, vous travaillez avec les fonds propres de la banque, donc si tu as besoin d'investir sur 10, 12, 15 ans, ça change quand même beaucoup l'approche vis-à-vis des entrepreneurs. Et donc on a fait ça, on a relancé pas mal de choses, fait des très beaux investissements du type ABTST, Planity et pas mal d'autres. On a vendu quelques autres, et puis là, patapouf, c'est le Covid. Et on se retrouve dans une situation où l'informatique bancaire était complètement à la ramasse. Donc moi j'avais le droit de me connecter de 8h30 à 9h15 le matin, et donc ce que j'ai fait, et maintenant que j'y suis plus je peux le partager, mais j'ai fait mon shadow IT comme un porc, et donc j'ai utilisé les outils que j'avais l'habitude d'utiliser dans les startups, qui sont des outils de base, mais j'ai créé un CRM, j'ai créé des channels Slack, parce que les mails, c'est bien sympa, mais si tu peux pas te connecter, c'est un peu dommage. Et puis même, ça permettait aussi de changer les habitudes de travail de gens qui ont 17 ans de banque, et de se dire, bon, arrête de m'envoyer un mail, soit c'est sur un sujet qui concerne tout le monde, c'est sur telle ligne de participation, ou c'est sur le marketing de la boîte ou autre. Donc ça intéresse tout le monde, donc on travaille dans l'intelligence collective, soit c'est du one-to-one, et dans ces cas c'est un chat, et ça suffit largement. Et après, donc tes mails, ils te servent vis-à-vis de l'extérieur. Donc bref, je te la fais courte, mais on a fait notre Shadow IT, on a mis en place du SharePlace, on s'est positionné un peu comme sous le bon sens du terme, tu vois, de l'assistante sociale des entrepreneurs. Tout le monde devait gérer un PGE, tout le monde devait travailler sur un hypothétique chômage partiel. Ok, on va le faire pour vous, on va vous soulager, on va centraliser les dernières informations. C'était quand même une espèce de chaos, et moi j'aime bien les chaos organisés. Donc tu as créé des WhatsApp, des drives où tout le monde pouvait récupérer les bonnes informations. Comme dans ce métier, il y a beaucoup de gens qui ont levé le stylo. Nous, on en a profité pour faire 7 investissements dans ce délai-là, vendre 2 boîtes. Enfin, tout ça, c'était vraiment bien. Et puis, au retour du Covid, on m'a dit, enfin, je la fais courte, mais l'informatique bancaire m'a dit, ces outils-là, t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit. Je fais, ok, j'ai le droit à quoi? Donc j'ai le droit à Skype Entreprise et Excel. Alors passer d'un CRM complètement avec des datas dans tous les sens, l'intelligence collective et faciliter le travail, à Excel, c'était rédhibitoire. Et puis Skype Entreprise, juste le temps d'arriver à se connecter, tu mets 40 minutes. Donc ça m'a vraiment bien gavé, et avec beaucoup de tristesse. J'ai dit, bon, je peux pas continuer dans ces conditions-là. Je me sentais devenir médiocre. Tu vois, tu remets au lendemain des choses que d'habitude j'aurais fait tout de suite. Et donc je me suis dit, voilà, ça faut que ça change. Et puis comme ma mission c'était secouer le cocotier sans rentrer dans le moule, te demander d'utiliser tes outils, les outils informatiques qui sont pas adaptés.
Ça veut dire rentrer dans le moule, arrêter la communication extérieure, ça veut dire rentrer dans le moule, donc ça veut dire arrête de secouer le cocotier, donc la mission est plus la même, et en très bonne intelligence, on s'est dit, bon, ok, on a fait déjà beaucoup de choses, je passe la main à quelqu'un, voilà, on a fait 1 an de transition parce que faut jamais laisser, quand vous faites un investissement, l'entrepreneur, il fait confiance à son investisseur, donc faut pas le lâcher en plein milieu du gué. Donc j'ai fait l'accompagnement, et puis voilà. Et puis après, avec toute cette expérience acquise, je me suis dit que je voulais absolument continuer à aider d'autres entrepreneurs. Donc je te parle pas des accompagnements Wilco, l'Institut Mines Télécom, HEC et sur des jeunes startups, mais c'est surtout et donc on a annoncé il y a 2 jours, hein, donc c'est tout récent, le lancement d'un fonds d'investissement seed, pré-seed, donc early stage, qui s'appelle OVNI, donc ça donne déjà le contexte, qui est très techno dans son fonctionnement. Donc ça veut dire que typiquement, je citais juste un exemple et je veux pas saouler tout le monde avec ça, mais comme on a des entrepreneurs qui peuvent nous écouter, quand on parle d'un investisseur qui accompagne, je vais juste donner un exemple. On a fait notre premier investissement dans une startup qui s'appelle Acceptio, tu sais, celle qui fait la gestion des cookies. Et on investit dans cette boîte-là parce que techniquement, ils avaient une solution un protocole qui respecte plus que de raison, je dirais, le RGPD. Et donc tu te dis, bon bah super. Et pas plus tard que 2 ou 3 semaines après, on apprend que la CNIL belge va rendre illégales toutes les solutions de gestion de cookies qui n'utilisent pas cette technologie-là. Et là, tu te dis, bah chouette, j'ai misé sur le bon cheval, super, tout va bien. Sauf que tu peux aussi vite partir avec l'eau du bain. Et donc là, il faut que tu trouves un moyen de trouver un lobbyiste basé à Bruxelles, spécialisé en RGPD. Tu as l'information à 11h, la publication, c'est le lendemain. Donc tu as un délai qui est extrêmement court. Et la techno qu'on a mise en place, c'est que à chaque fois que donc un fonds d'investissement, ça fonctionne grâce à des LP qui nous confient leur argent et à différents entrepreneurs. Donc là, aujourd'hui, on doit être une 44, je crois, entrepreneurs qui ont investi dans OVNI. On leur dit, vous mettez du pognon, mais on branche aussi vos mails et vos contacts dessus. Alors, tout RGPD compliance, mais en faisant ça, ça veut dire qu'on a une base de connaissances, de contacts extrêmement riche et extrêmement à jour et populaire, c'est-à-dire qu'on voit le nombre d'interactions qu'il y a eu entre l'entrepreneur et telle personne. Et donc là, on cherche lobbyiste, Belgique, RGPD, on trouve 3 profils à 11h, à 13h, on choisit le bon profil, à 16h, on tombe d'accord, à 18h, le communiqué de presse est rédigé, il est sur le bureau de la CNIL belge le lendemain, au moment de l'annonce. Qu'est-ce qui se passe ? La CNIL fait son annonce, tous ceux qui n'ont pas cette solution, panique à bord, je suis dans l'illégalité, je vais me prendre une amende. Ils appellent la CNIL se retrouve débordée, ils disent ok, regardez ce que fait Acceptio, et plus 80% de chiffre d'affaires en 1 mois, et 3 mois après, nouvelle levée de fonds, et nous on fait un multiple très significatif. Là, tu vois vraiment l'intérêt de la technologie au service de l'entrepreneur. Voilà. Après, je t'épargne le coup de comment on fait pour éviter d'être trop nombreux et sourcer les bonnes startups par rapport à ta thèse d'investissement. Bon, alors, après tout ça, on pourrait se dire quand même que, chers auditeurs, chères auditrices, on se moque pas de vous. Hein. Là, on vous prend quand même du serial entrepreneur qui a fait VC plusieurs fois de différentes manières et tout. Donc là, si on peut pas avoir une vision people un peu différente, moi, je rends ma chemise. Mais donc, en tout cas, on va se lancer là-dessus. Rappel un petit peu de la note d'intention pour aujourd'hui. Un peu voir avec toutes les aventures que tu as eues sur différentes facettes de l'entrepreneuriat, quels sont tes apprentissages RH les plus importants, enfin RH, people, humain, etc. Donc moi, c'est mon job de te poser les bonnes questions pour qu'on arrive à ressortir avec ces informations-là. Donc moi, la première question qui me vient, c'est dans tout ce parcours, c'est quoi l'apprentissage people, donc encore une fois people, RH, management, humain, tout ça, qui a été le plus vaccinant, on va dire. Un truc sur lequel tu t'es gaufré en beauté, ou alors tu t'es fait peur, et où tu t'es dit, ok, ça, si je pouvais le tatouer sur mon front et le dire à tous les gens que je connais, et que c'est quelque chose que je vais garder dès que je vais remonter un projet ou que je vais voir un projet qui se monte, qu'est-ce que ce serait ? Alors j'en ai à titre perso, plusieurs peut-être. À titre perso ou à titre pro. À titre perso, si tu veux. À titre perso, ce qui m'avait
effrayé, c'est que 70% des entrepreneurs divorcent. La moyenne en France, c'est 44,6. Et donc, quand j'ai vu ça et quand tu vois l'impact que c'est de monter une boîte et la façon dont tu la ramènes à la maison, tu dors avec ta boîte, tes dîners romantiques, au lieu de regarder ta douche, tu regardes ton téléphone portable et tu penses à ta boîte, tu t'es sous la douche, tu penses à ta boîte, c'est l'impact que la création d'entreprise a sur ta vie perso, c'est juste phénoménal et voire parfois destructeur, enfin souvent destructeur. Et donc, là, quand j'ai des jeunes maintenant qui viennent me voir et qui me disent Julien, je veux monter une boîte, qu'est-ce que tu me conseilles? Et ils pensent au modèle économique, ils pensent à l'idée, ils pensent à tout ça. Je dis, hop. Avant, est-ce que tu as demandé à ton compagnon, ta compagne, ta femme, ton mari? Sinon, tu rentres dans le phénomène des 3D, dépression, divorce, dépôt de bilan. Et c'est con, mais le phénomène des 3D génère le phénomène des 5C. Tu connais, Alexis, le phénomène des 5C? Ouais, je connais bien, c'est con, mais c'est comme ça. Voilà, exactement. Et donc ça, et je le vois beaucoup. Donc ça, c'est vraiment le point. Tu vois, là, j'ai relancé une autre activité pour occuper les week-ends, un énorme lieu de mariage, là, le domaine de Valbonne, dans le sud de la France. C'est une aventure de famille et c'est important ça. Donc ça sur le titre perso, c'est plutôt ça. Ensuite, sur le côté pro. Alors, je fais la virgule là-dessus quand même. Comment on fait ça? Question vaste, hein. Qu'on voit se poser tous les jours. Mais comment on fait ça? Ah, moi, j'ai demandé l'autorisation. Est-ce que, chérie, tu es d'accord? Est-ce que je lance une entreprise? L'impact, ça va être que pendant 2 ans, alors je pensais pas que ça serait aussi long, 2 ans et demi, j'aurais pas de salaire. Je pensais pas que j'allais vider le livret à des enfants, mais c'est ce qui est arrivé. Et avoir ce soutien-là, ça veut dire que il va y avoir des moments où, au lieu de dormir 7 à 8 heures par nuit, en fait, tu vas apprendre à dormir 4 heures par nuit. Alors moi, ça veut dire aussi que immanquablement, quand ça va pas bien, ton humeur est impactée, donc tu peux être parfois un peu irascible, ce qui peut impacter la maison. Ça veut dire que tu vois moins tes enfants, ça veut dire que tu voyages plus et que la logistique à la maison doit être au cordeau et que voilà, c'est toutes ces implications-là et que à un moment, même si tu le veux pas, ta boîte elle passe devant ta famille. Et parce que t'es responsable, moi j'ai 2 enfants et une femme, t'es responsable entre guillemets de 3 personnes. Quand tu montes une boîte Cedexis, au moment de la vente, on était 75, et ben j'ai une famille de 75 personnes. Et donc tu dois t'occuper, et c'est pour ça que j'associe beaucoup le monde de l'entreprise, ou en tout cas de la start-up, je parle pas des très grands groupes, mais pour moi c'est des membres de la famille. Et toi, et pas plus tard qu'hier, j'ai encore eu des nouvelles de mes Cedexis People, et le 12 février, ça fera exactement 5 ans qu'on aura vendu la boîte. Donc, il y en a même un qui se marie cet été au domaine de Valbonne. Enfin, tu vois, des choses qui font que tu crées quelque chose qui va dans la durée. Donc oui, non, c'est vraiment une autorisation, une discussion, et en toute transparence, de partager plutôt une image assez négative, parce que tu as quand même énormément de startups qui se plantent. On n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai la chance de pouvoir ouvrir ma gueule parce que la fin, c'est plutôt bien terminé, mais combien de fois je suis passé sur le fil du rasoir à côté du gouffre. Enfin, c'est juste phénoménal. Donc, et ouais, peut-être avant de passer à l'apprentissage pro que tu avais en tête, donc si vous êtes founder, que vous écoutez, je pense que vous allez vous dire bah ouais Julien, grave, je vois. Et si vous êtes DRH, bah voilà une petite fenêtre dans la vie de votre founder, peut-être. Peut-être que si votre founder, des fois, il arrive le matin et vous vous dites, ah, dis donc, il est pas très sympa, etc., bah, rappelez-vous que la vie d'un founder, c'est souvent le bouillon, hein. Plus la boîte est ambitieuse, plus la boîte est en hyper-croissance, plus c'est piloter une Formule 1. Hein. Donc, globalement, un peu d'empathie peut pas faire de mal, même si il vous dit pas tous les matins que la vie est dure. Mais bon, parfois, la vie est dure. Donc et alors côté pro, c'est quoi le truc sur lequel tu as été vacciné bien comme il faut? Alors côté pro, en fait, je vais te partager la fois où j'ai pas respecté les principes que je m'étais fixés et que j'avais validés avec les équipes dans le recrutement. Si on parle RH, parlons vraiment le côté le numéro 1 du recrutement. Il
imagine, tu recrutes un chouchouteur. Donc, chouchouteur, c'est pour nous un account manager, celui qui va aider les clients. Oui. Donc, on les appelait les chouchouteurs parce que dans le principe même des plans de commissionnement, ils n'étaient pas commissionnés sur les futurs upsales, ils étaient vraiment que commissionnés sur la satisfaction du client. Cette satisfaction était calculée par rapport à un sondage qui était envoyé au client. Et bien sûr, le sondage est souvent très positif. Ce qui m'intéressait derrière, c'est toutes les questions ouvertes qu'on demandait, qu'on posait aux clients et qui nous permettait d'avoir une hiérarchie dans notre roadmap. Dans ce sondage, on profitait, ok, on a ça en tête comme nouvelles options ou nouvelles orientations. Mettez une hiérarchie là-dessus. Ça, c'était vachement intéressant quand tu commences à avoir beaucoup de clients parce que ça te permettait de donner des priorités dans ta roadmap. Mais bon, ça, c'est parenthèse fermée. Et donc, le chouchouteur, futur candidat, va rencontrer celui qui est en poste pour s'assurer que les compétences sont au rendez-vous. Une fois que tu as passé cette étape-là, moi, je voyais la personne en deuxième, parce que je voulais voir tout le monde. Et là, je m'assurais, bon, bien sûr, une partie des compétences, une partie du salaire. J'ai bien écouté le podcast là sur la transparence. Moi, j'allais pas sur la transparence des salaires parce que je pense que quand tu pars à l'international, c'est une bonne façon de te tirer une belle balle dans le pied, mais ça n'engage que moi. Et ensuite, je validais les stock options et je validais surtout la culture d'entreprise. Est-ce que la personne est vraiment dans l'esprit d'une intelligence collective? Et là, je conseille à tout le monde un bouquin qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, qui, comme son nom l'indique, est un bouquin en français et qui définit les gens par couleur et définit l'entreprise par couleur. Et donc, comme nous, on était plutôt du côté... On n'était pas entreprise libérée, type entreprise opale, mais plutôt, tu vois, juste un petit peu, plutôt dans les couleurs très bleues. Si en face de toi, tu as quelqu'un qui s'attend à être juste dans de l'exécution avec un boss qui te dit, va à droite, tu vas à droite, va à gauche, il y a trop de couleurs de différence, donc il va être malheureux et c'est pas la boîte qui va changer. Elle peut évoluer, mais elle va pas changer et donc ça va pas le faire. Donc ça, c'était un point. Bon. Et donc je voyais la personne en deuxième pour écouter quelque part ma petite voix, raconter l'histoire de la vision, raconter l'histoire de la boîte. Et ensuite, et c'est ça que j'ai pas toujours respecté. Quand je l'ai pas respecté, je m'en suis mordu les doigts. C'est que je faisais un entretien de groupe. Alors oui, quand tu es 20 personnes dans un bureau, parce qu'on avait 9 bureaux dans le monde, 75 personnes, donc si c'était sur le bureau parisien, c'était parfois jusqu'à 16-18 personnes qui étaient face au candidat. Et je disais bien au candidat, oui, c'est angoissant d'avoir 18 personnes face à vous, mais l'objectif, c'est bien que vous fassiez la rencontre des personnes avec qui vous allez travailler, et de permettre à toutes les équipes de vous poser toutes les questions qu'elles souhaitent. Moi, j'y suis pas, donc il y a pas même si je n'ai pas l'impression d'être le big boss ou quoi que ce soit, tu as quand même les galons de fondateurs qui sont tatoués. Donc moi, j'y étais pas, je les laissais se débrouiller entre eux. Et donc, ils posaient toutes les questions toutes les questions souhaitées. Et à la fin, il y avait un vote à bulletin secret. Pourquoi un vote à bulletin secret? Parce que vous avez toujours dans une équipe quelqu'un qui a un petit peu plus grande gueule ou qui peut influencer les autres. Et donc, en faisant ça, ça permettait d'avoir des avis vraiment impartiaux. Et quand il y avait quand on regardait les résultats, quand il y avait 0 vote contre, la question était plus problématique. Quand tu avais un vote contre, dans ces cas-là, cette personne devait lever la main et expliquer pourquoi elle déclinait le recrutement de cette personne-là avec des arguments, son ressenti quelque part. Et 2 votes contre, tu as un doute, tu n'as pas de doute, tu passes, on ne prenait pas le candidat. Donc là, ouais, sur cette partie culture fit, en fait, vérifier qu'on imagine bosser ensemble dans le futur. Ouais, exactement. Et l'intérêt de faire ça, c'est que quand la personne arrive, je leur disais bien, vous avez participé à l'entretien, donc vous êtes responsable du bon accueil. Parce que recruter, à la limite, trouver des gens, tu peux. Mais l'intégration, quand tu es une start-up en hypercroissance, il faut lui mettre le pied à l'étrier le plus vite possible. Et si tu la recrutes et que tu la laisses dans un bureau où en fait, elle va partir assez vite et tu auras perdu X mois, je te parle pas du pognon que tu as perdu, mais je te parle surtout du temps que tu as perdu. Et ça, c'est très dommageable. Et en faisant ça, pas une seule fois,
lorsque la personne est arrivée, quelqu'un a oublié son ordinateur. Il a toujours eu son ordinateur, sa souris, un petit goodies, le petit breakfast, le petit déj d'accueil, embarqué le midi pour déjeuner avec les autres membres de l'équipe, embarqué dans des réunions et tout ça. Et ça se faisait assez naturellement. Donc ça, c'était la méthode qu'on avait trouvée, certes chronophage au moment du recrutement, mais c'est ce qui faisait qu'on avait un turnover super faible, voire quasi nul. Et des gens qui étaient embarqués dans l'équipe d'une façon assez naturelle. Et tu vois, c'est un nouveau membre de l'équipe. Ok, c'est un peu comme si tu le compares à ma fille qui me présente son copain. Ok, au début, tu l'observes, mais comme tu as participé quelque part à son recrutement, bah après, tu l'acceptes et ça devient un membre de ta famille. Et là où je m'en mords les doigts, c'est les rares fois où je ne l'ai pas fait. Parce que tu as des investisseurs aux US qui disent t'as un headcount, si tu ne trouves pas un recrutement avant telle date, eh ben, tu perds ton headcount et il va aller dans un autre truc. Et là, tu recrutes et tu court-circuites ce truc-là. Et là, tu te trompes parce que tu es tout seul au lieu d'avoir une intelligence collective et tu te trompes. Parce que ce truc-là, il était là pour une raison. C'est ça. Et puis deux, c'est qu'en plus, l'équipe, elle l'accepte pas, quoi. Donc le matos informatique il est pas prêt, donc il est pas intégré, donc voilà. Et puis après tu te coltines le truc et la greffe prend pas. Et après, comme tu as ce headcount, donc toi tu fais le grand écart avec les investisseurs en disant ok j'ai trouvé la personne qui correspond et vous m'avez un peu tordu le bras pour le faire pour répondre au truc. Donc là tu as coché cette case là d'un côté, mais tu en as décoché 4 autres de l'autre côté. Et si c'était à refaire, mais jamais de la vie je referais cette erreur-là. Vraiment, ça m'a coûté très cher. Ça m'a coûté très cher et c'était une vraie belle erreur. Ouais, alors il y a plein de choses à dire là-dessus. On parle de la culture, on parle de l'importance de l'intelligence collective, on parle de l'importance d'avoir des rituels. Je ne sais pas si process, le terme c'est un peu bleu pour Lalou pour le coup, mais des rituels. Et effectivement, il y a un truc qui est à peu près frappant à peu près à chaque fois. C'est valable quand on est DRH, c'est valable quand on est founder, plus encore, parce qu'on a plus la main sur le gouvernail peut-être. Mais c'est vrai que des histoires de j'ai voulu prendre un raccourci et je m'en suis mordu les doigts parce qu'au lieu de prendre 2 tours d'avance, j'en ai pris 8 de retard. C'est vrai que ça arrive souvent, quoi. Ouais. Et tu sais, j'ai fait une formation avec le GIGN et avec le PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne. Et parce que tu es comme à HEC en tant que prof, tu donnes des cours aux gendarmes en échange, ils te forment sur des trucs. Et donc, je me suis retrouvé au PGHM et alors, ils te forment à aller sauver des gens, faire du bouche à bouche, aller récupérer des gens dans des crevasses. Mais à la limite, ça, c'est du physique et c'est de la méthode. Mais là, ce que je retire le plus de cette semaine passée assez proche de ces gens qui sont complètement exceptionnels, c'est le 5-10-15. Tu vois, si j'ai un truc à retenir, c'est le 5-10-15. Et ce 5-10-15, c'est, voilà, il y a une avalanche, tu as des gens qui sont sous la neige. Toi, tu viens d'avoir l'information. Le premier réflexe, c'est putain, je prends rapidement mes clics et mes claques en espérant que j'ai rien oublié, je pars courir parce que je vais sauver des vies. Et en fait, il dit là, tu as fait ta première énorme erreur. Il dit tu as ton 5-10-15, donc tu as 5 minutes pour toi. Et pendant ces 5 minutes, tu vas juste vérifier que tout ton matériel est... Enfin, tu vas vérifier ta stratégie, en fait. Vérifier que ça correspond bien à ce que tu avais défini. Et un truc qui m'avait fortement surpris, c'est que pendant ces 5 minutes, qu'est-ce qu'il fait le secouriste ? Eh ben, il se prépare une thermos de café bien chaud. Toi, tu te dis, tu as des gens qui sont sous la neige, en train de potentiellement passer l'arme à gauche, et toi, tu es en train de te préparer un café. Mais mine de rien, tu as ces 5 minutes-là où tu as bien préparé le truc. Ensuite, tu as les 10 minutes où là, tu commences à déployer ton organisation. Et ensuite, ça déroule, tu as le préfet, il faut prévenir des gens, etc. Tu as toute ta logistique à mettre en place. Et ben, à chaque fois que j'ai pas respecté ces 5 minutes de départ, que ce soit dans le stage avec les gendarmes de haute montagne, que ce soit avec le GIGN, à chaque fois je me suis pris le mur, je suis parti dans la mauvaise direction, par précipitation, en voulant bien faire en plus. Mais je me suis quand même retrouvé à faire 2 kilomètres avec, alors je sais pas, allez, j'avais l'impression que ça pesait 80 kilos mon sac à dos, mais ça devait pas être ça, mais pas loin, à monter une montagne de 2 kilomètres pour me rendre compte, en fait, j'étais à 90 degrés par rapport à là où je devais être. Et donc, du coup, là, les mecs, ils sont morts.
c'est sûr. Et donc, du coup, tu es obligé de revenir. Et si j'avais pris ces 5 minutes juste de réflexion en se posant, en analysant, en vérifiant que ma checklist par rapport à ce que j'ai comme habitude était respectée, et ben t'en aurais sauvé beaucoup plus que la précipitation. Petit aparté, parce que je suis très impatient comme garçon en général, donc je m'applique ce genre de choses comme garde-fou et je le mets dans un panier de moult variantes de la même chose que j'appelle c'est une très mauvaise idée de faire ses courses quand on a faim. Ouais. Quand t'as faim, t'achètes que des bêtises. Et effectivement, l'idée de se préparer à avoir la tête un peu claire au moment de prendre des décisions ou de faire un plan, effectivement, c'est probablement pas une mauvaise idée. Alors, on va commencer à jouer, Julien, sur un jeu que je pense que la plupart des entrepreneurs aiment bien. C'est demain, tu remontes une boîte, tu fais quoi? Donc, il y a plein de manières de jouer à ce jeu. Le jeu qui est le plus rigolo, c'est d'essayer de jouer sur le product market fit, les tendances, en te disant, bah, attends, je pourrais monter une boîte d'IA en faisant ci, en faisant ça, etc. Ici, on n'est pas sur un podcast qui fait des apprentissages généraux sur l'entrepreneuriat. On va essayer de focaliser sur les sujets people. Donc, indépendamment du sujet que tu lances si tu lançais une nouvelle boîte, moi, ce qui va m'intéresser, c'est quoi les premiers chantiers people que tu lancerais? C'est quoi les guidelines RH, management, leadership que tu mets en gros sur ton fond d'écran, fort de tous les apprentissages que tu as eus, que ce soit dans le siège du pilote ou le siège plutôt gradin de l'investisseur qui a vu passer le film des dizaines de fois? Alors, tu es là, on vient de monter ovni.vc, donc un fonds d'investissement seed, pré-seed, early stage, et quelque part, c'est une société en tant que telle. Et j'ai appliqué les règles que je fixe aux startups qu'on coach, et c'est-à-dire, déjà, trouver ton associé, c'est pas simple, donc il y avait tout un historique. Bon, ça, je te le passe parce que ça, c'est l'histoire de chacun, de trouver la bonne personne qui est pour moi complémentaire à tes lacunes. Donc je liste mes lacunes et un peu comme un puzzle, je vais essayer de trouver les pièces qui vont compléter mes lacunes pour avoir quelque chose d'équilibré. Après, on a parlé tout à l'heure de Reinventing Organizations, mais tu as aussi tous les tests de couleurs, des tests qui te permettent, je trouve que ces tests psy pour savoir comment l'autre réfléchit sont importants dans le fonctionnement. Mais une fois que tu as vu ça, tu as la partie, je dirais, méthodique, qui sont, je fais ma fiche de poste par rapport à ce que moi j'imagine de mon rôle dans l'entreprise, et je vais faire ta fiche de poste, cher associé, ou les 5 associés, ou les 5 nouveaux, ou les X personnes qui rejoignent, et je vais faire la fiche de poste de chacun. Et toi, tu vas faire ma fiche de poste, et tu fais ta propre fiche de poste. Et en faisant ça, ça permet ensuite de tout mettre sur la table et de voir où sont les trous dans la raquette. Et ça, c'est déjà un très bon sujet de discussion pour s'assurer de bien comprendre. Ah ben non, la compta, c'est chez toi. Ah ben non, c'est chez moi. Ah ben oui, mais c'est toi qui es DG. Moi, je suis fondateur qui fait la compta. Enfin, là, c'est facile sur un cas de compta, mais comment tu fais pour gérer le churn? Qui s'occupe du support? Tel client est pas content? Qui est en relation avec les avocats? Là, par exemple, sur un fonds d'investissement, qui est en relation avec l'AMF? Il faut savoir qui s'occupe de quoi et faire confiance. La confiance n'évitant pas le contrôle, comme on sait, mais c'est ce premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est de façon indépendante, tu reprends ton petit papier et tu dis, OK, demain, il y a quelqu'un, donc dans un fonds d'investissement, c'est un peu différent, quoique ça peut se vendre aussi, mais tu es dans une start-up en devenir. Demain, il y a quelqu'un qui vient avec un chèque de 1 million. Qu'est-ce que tu fais? Et ça, le faire de façon séparée. 2 millions, 5 millions, 10 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions. Et à un moment, de bien se rendre compte que, tu vois, là, j'ai vendu Cedexis. Alors, les investisseurs, juste pour rappeler, hein, quand on vend une boîte 100 millions, ça ne veut pas dire que j'ai 100 millions dans ma poche. Hein, donc, arrêtez de comprendre ça sous cette forme-là. Il y a des investisseurs qui ont des actions et qui ont des preferred et tout plein de mécanismes qui sont du chinois traduit en anglais du XVIIe siècle qui font qu'à la fin, le fondateur, il lui reste un peu, mais pas autant que ce qu'on peut imaginer. Donc, alors, chers auditeurs, chères auditrices, il ment. Hein. Là, il est dans le coffre de Picsou, là. Voilà où on se parle. Pour l'anecdote,
anecdote, tu sais, j'ai eu 23 propositions de rachat sur Cedexis. La première était un an après la création, versus la dernière qui a été celle qui, je dirais entre guillemets malheureusement, parce que moi j'aurais bien aimé continuer, était celle de Citrix, et même s'ils ont été très très corrects, on aurait pu aller beaucoup beaucoup plus loin. Entre-temps, il s'est passé 8 ans, 33 millions de levées de fonds, tu me croiras ou pas, mais entre la première propale et la dernière propale, dans ma poche, 100 € de différence. Oui, non, mais ouais. D'accord. No comment, on est d'accord. Donc prenez un bon avocat et puis essayez de comprendre ces term sheets qui, bon, maintenant on arrive à avoir des détails, mais à l'époque c'est vrai que c'était compliqué d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Mais donc du coup, pour en revenir, c'est Oui, on trouve, en fait, on se met d'accord sur les rôles et responsabilités par cette petite exercice de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu fais, et inversement. Et pareil, on s'aligne sur l'ambition, exactement, de la même manière. Que ton associé, c'est un petit jeune qui a 25 ans. 25 ans, si le petit jeune, enfin 20 ans ou 25 ans, et s'il se dit oh, j'ai 1 million en banque, ça va me changer la vie, c'est pas la même chose. Et comme ambition que quelqu'un qui a 50 ans. Hein, le meilleur âge pour créer une boîte, c'est 42 ans de tête. Hein. Donc, imaginons qu'il ait 42 ans, il a une famille, et pour lui, l'ambition, son projet de vie, la reconnaissance sociale, la reconnaissance vis-à-vis de ses propres parents, enfin, tu vois, on peut imaginer plein de choses. Bah, lui, ça peut être plutôt 50 millions, voire la mise en bourse. Et si ces ambitions sont pas alignées, en tout cas, c'est important de savoir quelles sont les ambitions des uns et des autres. Et ça, pour moi, c'est assez crucial pour déjà bien démarrer le truc. Il y a quand même la première cause de décès des startups, c'est le désalignement, enfin les fondateurs qui se foutent sur la tronche. Donc, pour avoir vu quand même beaucoup de belles boîtes partir au tapis à cause d'une mésentente, et c'est très dur de l'anticiper. Donc, quand je suis au board ou quand je rencontre des boîtes dans lesquelles on a investi ou même d'autres entrepreneurs, ma première question, ils se foutent de ma gueule avec ça, mais c'est qu'est-ce qui te réveille la nuit ? Parce que ce qui te réveille la nuit actuellement, c'est ce que j'aurai dans les PowerPoint dans 6 mois. Résolvons ça tout de suite, quoi. Tu vois, on va résoudre ça tout de suite. Je fais une toute petite. C'est terrible. C'est dur ce genre d'épisode parce que j'ai envie de parler de plein de choses, mais j'essaye de tenir la ligne éditoriale. Donc, juste une petite virgule. Vous le savez peut-être, c'est une partie de notre métier de travailler sur des alignements entre associés, des conflits entre associés. Enfin, en gros, tout ce qui arrive avant les avocats, quoi, avant que ça se passe vraiment très très mal. Et ce qui est très intéressant, et moi j'adore t'entendre dire ça avec la casquette de l'investisseur, c'est que c'est à chaque fois pareil. Quand on échange et qu'on est donc du coup les personnes qui sont censées aligner ou des fois couper la branche d'une manière qui est propre, hein, dans un conflit d'associés, ça peut arriver. La première réflexe, c'est de le cacher aux actionnaires et de dire mais qu'est-ce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils se rendent compte et tout. Et je leur dis à chaque fois, vous vous rendez pas compte d'à quel point c'est à la fois ce qui eux les réveille en pleine nuit, parce qu'ils se disent, mon Dieu, c'est une boîte, tous les KPI sont ouverts, mais évidemment, un conflit entre associés, ça peut tuer une boîte, hein, ça on le sait tout à fait. Mais en même temps, ils ont connu le film 10 fois. Donc quand tu leur dis, bon bah conflit d'associés, ils lancent le chapitre et la procédure conflit d'associés, quoi. C'est ça. Et c'est là où le fond, alors certains peuvent en profiter ou pas, mais c'est rare en fait. Là, d'expérience et des différents boards que j'ai fait, on est vraiment tous dans le même bateau, donc tous bien alignés, et on a tous intérêt à ce que ça se passe bien, parce que le fondateur qui doit sortir et qui te pourrit sur le marché, c'est le pire qui puisse arriver à un fonds. Hein. L'image de la boîte, c'est quand même toujours un point important, et puis ça te démobilise, et donc le temps de démobilisation, c'est du temps que tu passes pas avec tes clients, avec tes équipes, et tu vas le payer après. Donc ça c'est le premier truc. Après, pour en revenir à ta question d'origine, sur les erreurs que j'ai faites et que je ne referai pas, c'est en tant qu'autodidacte, sans m'en rendre compte, et j'insiste là-dessus, sans m'en rendre compte, des tout premiers recrutements que j'avais, et on était monté quand même à une petite dizaine, et ben surprise, ils étaient tous autodidactes. Et donc, tu recrutes des clones, quoi. Hommes-femmes, mais psychologiquement, voilà. Et en fait, du coup, je crée une espèce de tour qui à un moment commençait à se déstabiliser parce que avait les mêmes qualités à des endroits et les mêmes défauts à d'autres endroits. Donc je te prends un exemple, un autodidacte sales sur le terrain est souvent extrêmement bon. Enfin en tout cas t'es rarement déçu parce qu'il a fait beaucoup de terrain
Et donc, il a une capacité, une faculté d'adaptation dans des situations un peu orthodoxes, peu orthodoxes, pardon, auxquelles il arrivera à s'adapter. Là où quelqu'un qui sort d'école, aussi bonne soit l'école, il va avoir un esprit de synthèse extrêmement performant, il va avoir une analyse parfois analytique d'une situation qui va être très pertinente, mais il ne sera pas très bon sur le terrain. Et inversement, l'autodidacte, tu lui demandes de faire une synthèse d'un document, il se tire les cheveux. Et donc, au début, sur Cedexis, j'avais recruté beaucoup d'autodidactes. Et à un moment, je me suis dit, putain, j'ai une belle tour, elle est en train de prendre de l'ampleur, les clients sont contents, on est bien dans la bonne approche, mais je voyais bien qu'on manquait d'analytique, on manquait de l'angle de vision global, et pour moi c'était de plus en plus difficile d'avoir cette vue d'ensemble fondée sur de la vraie data. Et puis j'ai recruté un premier stagiaire qui était HEC et Ingé. Et puis après j'ai fait une mission chez Business France avec Camille qui était X et HEC, et des bonnes têtes bien faites. Et là, le challenge, c'était comment est-ce que des autodidactes qui ont quelque part un peu peur de ces gens qui ont fait plein d'études ou ces gens qui ont fait des grandes écoles, est-ce qu'ils vont pas être condescendants avec des gens qui n'ont pas fait d'études, hein, tu as quand même ce syndrome de l'imposteur, il est quand même assez répandu. Et c'est là où je surveillais ça comme le lait sur le feu, et d'être très vigilant. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation où, au lieu de créer une pile de compétences, on a commencé à construire un puzzle, et avec des gens qui s'emboîtent, alors des gens qui s'emboîtent, c'est pas très... Mais tu vois, en bien tout honneur. Ouais, tout honneur, mais tu vois, et qui s'associent bien, et pour... je dirais mettre de l'huile dans les rouages. Si je prends par exemple les commerciaux, ce que j'ai fait, c'est que 70% des commissions des commerciaux étaient des commissions d'équipe. Alors ça paraît surprenant dans une start-up en hyper-croissance, très méthode à l'américaine, où c'est un peu chacun, un peu ce côté un peu égoïste, selfish là-dessus. Et en fait, ça a été extraordinaire d'efficacité, parce que en créant cette cerise sur le gâteau, qui n'était pas un objectif en soi, mais tu vois, ça mettait du fluide. Dès qu'il y en avait un qui avait une bonne idée ou qui avait testé des nouveautés, il le partageait directement. Et dès qu'il y en avait un qui rencontrait une difficulté, qu'elle soit même personnelle ou professionnelle, les autres l'entraidaient. Et c'est cette alchimie-là. Et quand je vois que maintenant, alors une grande partie d'entre eux ont monté leur propre boîte, ils adaptent exactement ces méthodes-là. Et ceux qui sont dans d'autres entreprises et qui ont pris des postes à responsabilité, ils me rappellent souvent ce côté puzzle de faire en sorte que des gens soient très complémentaires sur une stratégie. Alors, typiquement, j'ai une question là-dessus. Je vais faire quelque chose de peut-être pas très politiquement correct, mais qui est le fond de ce que je pense en 2023. Hein, ça peut bouger. Hein, j'essaye de changer d'avis régulièrement. Vous tirez voler mon avis plutôt. J'adore ce que tu décris, c'est plein de lucidité, c'est ce que nos amis recruteurs et recruteuses appelleraient un biais assez fort de recruter des gens qui nous ressemblent pour tout un tas de raisons, parce qu'on est à l'aise avec, parce que machin. Et évidemment, si tu fais un puzzle avec 30 fois la même pièce, tu vas pas aller loin dans ton puzzle. À un moment donné, il faut construire la diversité. La diversité, une diversité de connaissances, de compétences et tout un tas de trucs. Ça amène, et effectivement, je pense que tu me corrigeras si tu n'es pas d'accord, mais une manière de faire ça quand on monte une nouvelle boîte, notamment parce qu'on est tous esclaves de ces biais quelque part, c'est d'avoir un process de recrutement qui est bien rodé, pour pas avoir un poids qui est trop fort dans le recrutement en disant je recrute un petit Alexis, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Ok. Fun fact, j'ai que des gens qui me ressemblent pas dans la boîte, dans Yaniro, je sais pas comment j'ai fait, mais bon, je dois avoir un biais inversé, je dois être monté à l'envers. Et tout ça pour dire que moi j'aimerais faire un point sur la diversité, notamment parce que c'est quelque chose qui est important pour toi. La diversité, c'est nécessaire pour faire une boîte qui fonctionne bien. On ne peut pas avoir une équipe de foot avec 11 gardiens de but. À un moment donné, ça ne marche pas. Par contre, est-ce qu'on peut dire que la diversité, c'est super dur ?
et que c'est vachement plus facile de bosser avec 10 fois le même que soi parce que concrètement on a des automatismes, les autodidactes ils se comprennent bien entre eux et c'est ce qui m'a frappé dans ce que tu disais quand tu dis alors si on a une boîte d'autodidactes et qu'on commence à recruter des gens qui sortent de bonne école, est-ce que ça crée un problème culturel, est-ce que on commence à être stressé, et tu as dit une piste qui me semble très bien, c'est d'avoir des objectifs d'équipe, ce qui force les gens à bosser en équipe. Qu'est-ce que tu as comme technique pour fluidifier la diversité? C'est-à-dire une fois qu'on a une intention de diversité, de compétences, de profil, de machin, faire en sorte que la diversité, ça soit pas moi je viens de Mars et toi tu viens de Vénus, du coup on recrée un petit village dans la boîte, quoi. Alors, ta question est pas simple parce que en plus nous on a appuyé très très vite, très très fort à l'international, et donc l'objectif c'était quand même d'arriver à garder cette culture partout dans le monde. Et quand tu recrutes un Singapourien ou un New-Yorkais ou un mec à Chicago ou en Israël, tu as déjà une problématique. C'est même pas, c'est pas le bon terme, c'est un avantage culturel du fait d'avoir des habitudes différentes en fonction des pays. Alors ça, je dirais, c'est lié à la personne. Ensuite, par rapport à la culture, comment j'ai résolu ça? C'est en transformant l'entité de Paris, qui était l'entité initiale, en université. Et donc, ça veut dire que tous les employés passaient beaucoup de temps, 1 mois, 2 mois, et revenaient parfois régulièrement dans les locaux et faisaient leur job. De toute façon, déjà à l'époque, on pouvait être en home office de partout, faisaient leur job depuis les locaux, voilà. Et moi, je passais pas mal de temps avec eux, à les emmener en rendez-vous. Alors, ok, des fois, quand il y a un problème, une barrière de la langue, on essayait de trouver des rendez-vous où on essayait de parler anglais, mais en faisant ça, ça permettait aux recrutés, surtout je pense sur ceux qui sont face aux clients, donc les chouchouteurs, les account managers, les commerciaux, ça c'est important parce que c'est comment je traite le client. Et le côté condescendant était inimaginable, inacceptable. J'ai licencié un sales que j'ai surpris dire à une secrétaire, votre job c'est de me passer votre boss. Ok, dehors. T'as franchi la ligne jaune, dehors. Et t'as des bons résultats, mais dehors, c'est pas possible. T'es pas dans le mood et t'es pas dans le spirit. Donc après sur le côté multiculturel, alors si on pense côté équilibre homme-femme, j'ai réussi à l'avoir à un moment. J'ai réussi à avoir 50% de femmes, 50% de mecs pour une boîte technique, et dès qu'on a accéléré, je n'arrivais pas à trouver suffisamment de jambes féminines. Donc du coup, ça s'est déséquilibré. On a fini à, je crois que ça devait être 75 mecs, 25 nanas. Mais donc ça, c'est pas le meilleur score qu'on ait pu avoir. Mais bon, on trouvait pas. Je sais pas si ça répond complètement à ta question. Mais alors, cela dit, la réponse tu l'as peut-être donnée tout à l'heure aussi, c'est est-ce que finalement il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre de la culture de l'organisation? Est-ce que le fait d'avoir une culture d'organisation qui est forte, typiquement ce qui se passe par les entretiens de culture fit dont tu parlais, où on s'assure que quelque part on a envie de continuer à bosser avec cette personne-là, est-ce que c'est pas une manière de transcender justement des profils qui sont différents et de se dire que quelque part, si je caricature, l'autodidacte et le polytechnicien qui, entre guillemets, ont envie de bosser l'un avec l'autre dans les entretiens de culture fit, ça fait que finalement on a le droit d'être très divers à partir du moment où on accepte les mêmes règles de vie à bord, quoi. Oui, et c'est là où tu passes du côté culture au côté donner du sens à ce que tu fais. Parce que à la fin, si tu prends Cedexis sur les notions de base, c'est j'injecte des données temps réel dans un système pour en sortir des décisions en temps réel. Ok, il y a plus sexy. Par contre, si tu commences à dire, ok, grâce à ça, j'accélère des sites d'information comme Bloomberg ou je sais pas moi, Le Monde, et qui fait que quand on est en Afrique, là où on mettait 4 minutes par page, finalement on met 4 secondes par page, et que donc les gens peuvent mieux comprendre leur quotidien parce qu'ils ont accès à l'information. Du coup, pour les femmes, souvent, l'enseigner à leurs enfants et le fait de mieux comprendre ton quotidien, tu vas vers plus de démocratie. Regarde ce qui se passe en Russie, regarde ce qui se passe en Chine, tout est complètement fermé, et donc du coup tu peux pas accéder à l'information, donc tu ne crois que une seule voie d'information et tu ne peux pas contrôler ton avenir en étant sous cette forme-là, alors que grâce à l'internet tu peux quand même arriver à accéder. Alors bien sûr il y a des fake news et toutes ces conneries là, mais tu peux arriver
grâce à des contenus bien labellisés, à accéder à une information qui te permette de réfléchir et d'enseigner à tes enfants pour aller vers plus de démocratie. Et quand tu donnes du sens, parce que dans toutes les boîtes, tu as ce que j'appelle l'écart type entre l'euphorie et la dépression, c'est-à-dire des moments où ça va super bien, puis des moments où vraiment tu étais vraiment en galère, et puis en plus c'est parfois dans un espace-temps extrêmement réduit, ce qui doit différencier sans doute une personne normalement constituée d'un entrepreneur, parce qui arrive peut-être un peu mieux que les autres à absorber ça. C'est peut-être pour ça que tu as plus de TDAH, de troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les entrepreneurs que dans le reste de la population. Mais quand tu as ces écarts types-là, au moment où tu es dans la zone creuse, au lieu de dire « Oh putain, c'est galère, on va en baver », et c'est là où tu as des mantras, tu as des petites phrases, des phrases qui sont presque ta marque de fabrique, ou voire parfois de l'autodérision. C'est-à-dire, on n'est pas en galère, on est en train de se créer des futurs souvenirs. Parce que de toute façon, on va en ressortir. Et en se créant des futurs souvenirs, en fait, tu dis ok, ça va passer. Ok, on aurait pu faire complètement différemment. Et je peux te donner des exemples on se crée des souvenirs. C'est celui qui me revient souvent en tête. C'est on est à Amsterdam à l'IBC, donc c'est le salon le plus crevant que je connaisse. On arrive sur place. C'est un salon où la ville vit. Amsterdam vit autour de ce salon-là, donc autant dire que trouver un logement, c'est impossible. Et pareil, en termes de culture, et pour pouvoir m'assurer que tout le monde se connaisse, parce que 9 bureaux dans le monde, et quand t'as pas forcément beaucoup de thunes, tu les fais pas tous voyager, je prenais des Airbnb assez grands, et puis tu mélangeais une personne de Singapour avec une personne d'Israël, avec une personne de New York, une personne de Paris. Bon, j'avais plusieurs intérêts à ça. Un, c'est qu'avec les jet lag, les gens se réveillent les uns les autres pour partir. Et puis l'autre point, c'est que je leur laissais qu'une seule clé, parce que le soir, quand t'es un peu bourracho et que tout le monde va boire des coups, comme t'as qu'une seule clé, ils sont obligés de se ramener l'un l'autre. Donc ça t'évite des petites problématiques qui peuvent parfois survenir quand les gens ont bossé comme des dingues et boivent parfois un peu trop le soir. Donc tout ça pour créer en fait cette union entre les équipes et cette culture. Et alors il y a un dernier point que j'aimerais voir avec toi. Tu as fait tes armes dans l'entrepreneuriat, tu es très 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 proche de primo-entrepreneurs, que ce soit par tout ce que tu fais dans les écoles, dans les incubateurs, les accélérateurs, tout ça, et en tant qu'investisseur. Il y a un truc qui est dramatique, c'est que l'expérience, ça se transmet assez mal, finalement. Mon grand-père dit l'expérience, ça se mange pas en sandwich. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Mais on peut essayer quand même de faire un petit peu de notre mieux. C'est quoi les principales erreurs, peut-être la erreur, on dit pas ça comme ça, mais l'erreur que font le plus de les primo-entrepreneurs, en gros sur les sujets humains, pas business encore une fois, RH potentiellement, leadership potentiellement, c'est quoi le truc que tu vois se répéter encore et encore et encore, qui est un truc que font les primo-entrepreneurs mais que les serial entrepreneurs finalement font beaucoup moins parce qu'ils ont eu le temps d'essuyer les plâtres, quoi. En termes business, c'est facile de te répondre, parce que c'est ce que j'appelle l'erreur du 5 degrés Est, c'est d'être séduit par ton premier client qui va t'emmener dans une direction qui n'est pas celle que tu avais prévue d'origine. Et ce que je dis là-dessus, et je fais juste une aparté, mais c'est dire, allez voir 50 prospects, allez leur demander si ce que vous avez en tête répond à un besoin et combien ils seraient prêts à mettre là-dessus, sur ce projet-là. Et une fois que tu reviens, alors pourquoi 50 ? Parce qu'au final, tu vas en avoir que 30, mais au moins ça te donne une vraie vision des limites du service que tu vas mettre en place. Ensuite, si tu le déroules au niveau de la partie humaine, pour moi, c'est la culture, l'ambiance d'entreprise. C'est ce côté créer un puzzle pour que les gens arrivent à s'emboîter. Tu vois, je prends une boîte un petit peu plus costaud dans laquelle j'étais au board, là, qui s'appelle la Betesti. J'étais toujours assez admiratif de l'image marché
qu'ils avaient en termes d'ambiance d'entreprise et pourquoi ils arrivaient à recruter plus facilement que les autres. Et en fait, ils ont mis en place quelque chose que je n'avais vu qu'aux États-Unis, c'est une Chief Culture Officer. Donc, qui dépend non pas des RH, maintenant peut-être, mais à l'époque, il dépendait directement des fondateurs. Et l'objectif, c'est que cette personne, elle était sur tous les Slack et tous les outils de communication de la boîte. Et son objectif, c'était de s'assurer que tout le monde ait bien compris le cap qui avait été défini par la direction et de désamorcer tous les désaccords entre les équipes. Parce que une petite accroche, plus une petite accroche, plus une petite accroche, tu te retrouves avec des gens qui peuvent switcher Diva, et d'expérience, surtout dans un monde de technologie, quelqu'un qui switch Diva, je n'ai jamais réussi à le faire redescendre. Et la seule solution que j'ai eue, à chaque fois, ça a été de le licencier. Et c'est dommage. Et donc, comment tu anticipes anticiper le switch Diva? Et donc, et ce Chief Culture Officer était vraiment là pour s'assurer que tout le monde ait la bonne information, désamorcer les désaccords. Et c'est un peu ce que j'avais avec Cécile, qui était, j'appelais mon deuxième cerveau, qui était mon assistante, que j'ai même embauché. On était encore à l'incubateur. C'est un truc qui se fait rarement, mais j'ai vraiment embauché très très tôt en me disant où est-ce que je peux concentrer l'énergie où je suis le plus efficace et là où je suis le plus nul, le déléguer à des gens qui sont nettement meilleurs que moi. Et on pourra en discuter de ce point-là aussi. Et donc, ils ont mis en place ce Chief Culture Officer et ça a créé des synergies. Et ils ont même utilisé des outils qui s'appellent les briques, où chacun a des briques, et je crois que c'est 72 centimes d'euros la brique de tête, hein, je peux me tromper. Et à chaque fois que quelqu'un t'aide plus que de raison ou te dépanne sur un truc, en fait, tu lui files 1, 2, 3, 10 briques. Et à la fin, ces briques deviennent une cagnotte pour pouvoir organiser un événement d'équipe. Certaines équipes ont cumulé suffisamment de briques pour pouvoir aller voir leurs collègues en Allemagne. Enfin, tu vois, organiser une petite beer party, etc. Et même si ça peut paraître parfois un peu superflu, hypocrite de se dire « Ah, bah, je te remercie, je te donne des briques », le fait d'avoir une vision sur ceux qui en aident plus les autres, c'est aussi une façon de les mettre en avant. Et en fait, tu crées une spirale positive de gens qui vont aider les autres. Et surtout, quand tu es dans l'hypercroissance, où de toute façon, ça va tellement vite que avoir une diva ou quelqu'un qui switch diva, c'est-à-dire pour le détecter, quand j'écoutais le podcast, pour moi, détecter quelqu'un qui switch diva, c'est celui qui commence à dire « Ah non, je suis globalement, entre guillemets, si je la fais courte, je suis trop bon pour faire ça. » Tu vois, ok, tu peux me faire ce PowerPoint-là. Non, c'est pas mon job. Je suis trop bon pour faire ça. Non, soit je suis tellement charrette que je suis vraiment désolé, j'y arrive pas. Mais c'est pas je suis trop bon pour faire un PowerPoint. Tout le monde sait faire un PowerPoint. Si tu peux dépanner ton copain pour faire ton PowerPoint, tu fais ton PowerPoint et puis je tu vois, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement efficace et redoutable d'efficacité. Et je suis allé à des soirées organisées par AB Testi et j'étais tu vois, très discret. Une tête de VC, c'est pas une tête de VC, tu vois, ils se connaissent pas forcément tous non plus. C'est quand ça a commencé à être une grande maison, donc je me mettais dans un coin juste en observation et en regardant. Et putain, ils ont tous la banane, ils ont tous la pêche, ils sont tous dans un esprit hyper positif. Et là, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai bien fait d'investir dans la boîte de Rémi et Alix, parce que même si la boîte performe à un moment moins que prévu ou plus que prévu, à la limite, tu sais que dans les fondamentaux, c'est tellement solide, c'est tellement humain, et à la fin, tu crées pas une boîte pour le pognon. Enfin, bien sûr, il en faut, et il faut en générer pour rémunérer les actionnaires et les nouveaux VC comme OVNI, mais tu crées aussi ça parce que tu crées ta famille et tu crées quelque chose qui va résoudre des vrais problèmes. Et donc ça, c'est des points plutôt que je mettrais en avant. Sur les plus grosses boîtes, il y a maintenant, avec la data, des façons d'identifier les zones à problème. Tu sais, quand tu es RH, tu as un format, je ne me souviens plus exactement le terme du format, avec toutes les feuilles de salaire qui partent à l'URSSAF. Ah oui, là tu m'en demandes beaucoup. Là. Ouais, je ne me souviens plus comment c'est un acronyme encore un. Et entre autres, il y a tout ce qui est absentéisme. Et dans ces données-là, tu dis, OK, il est absent. Mais quand tu vois qu'un jour d'absentéisme, en fait, coûte
2 jours et demi entre la réorganisation, les effets, les dommages collatéraux de la personne absente, arriver à utiliser cette data pour pouvoir identifier les équipes qui ont des soucis. Alors ça peut être parce qu'il y a un tel qui est malade, mais ça peut être aussi un manager qui fait pas le job, ou ça peut être et toi identifier dans une énorme organisation. Donc là on parle plus des grandes boîtes. Alors la boîte, il faut que je lui fasse sa pub parce que j'ai vraiment été bluffé par le truc. Ça s'appelle Mensana. C'est encore tout bébé, mais le concept de s'appuyer sur la data pour pouvoir identifier dans une grande organisation les zones qui peuvent être améliorées, les zones à exemple, et comment faire de l'intelligence collective entre plusieurs zones à exemple, et ensuite demander à Yaniro ou à des coachs de justement d'accompagner cette amélioration. Je trouve que ça va vraiment dans le sens de l'histoire. Et alors, déjà, je ne connais pas Mensana, donc je vais me régaler d'aller regarder. Hein. Elle n'est pas sortie. Quand elle sera sortie, j'ai beaucoup d'espoir sur la résolution des tensions au sein des entreprises, la gestion des pas des départs, la gestion des absentéismes, et comment tu identifies les causes de cet absentéisme. Il faut bien commencer par un bout. Ouais, clairement. Et puis donc, je surveillerai avec attention Mensana, et peut-être mettre un peu croiser ce que tu viens de dire avec des apprentissages que moi j'ai eu avec ce podcast en rencontrant des gens fantastiques. C'est rigolo la manière dont tu as présenté les deux éléments qui sont pas peut-être naturellement connectés, mais qui sont hyper connectés. Quand tu parlais de en termes de business, au début on est c'est un peu le prochain objet brillant où on regarde le prochain client, le prochain machin, la prochaine feature, et on disait ouais, en fait l'impact que ça a, une bonne culture, une boîte qui est bien faite en interne où les gens sont contents, comme Abitesti, je sais pas si on dit Abitesti ou Abitesti, mais bon voilà, peu importe. En tout cas on salue Rémi et Alix. Donc oui, c'est pour moi deux faces de la même pièce. De ce que j'ai vu, j'ai aucune leçon à donner, je ne suis pas serial entrepreneur moi-même, mais j'en ai rencontré beaucoup. Je pense que c'est facile au début, quand on est entrepreneur, de surévaluer l'impact qu'a un peu de CA sur du CA temps court versus un impact temps long, alors qu'il y a des chantiers qui sont très très longs. Typiquement, si ce client on l'avait, ça serait fantastique. Oui, si ce client vous l'avez, ça va être bien, mais est-ce que sur le long cours on construit quelque chose ou pas? Et exactement dans le même genre d'idée, ce que tu décris sur Abetesti, avec une culture qui est forte, avec quelqu'un qui a un salaire, qui est Chief Culture Officer, avec les BRICS, où mine de rien c'est un petit investissement, mais c'est surtout une belle manifestation de culture. Ça, c'est ce qui se passe quand on construit pierre à pierre une culture qui est forte, qui est solide, et ça paye des dividendes pendant très 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 longtemps, même si au début on se dit que c'est du fric qui est foutu à la benne et du temps qui sert à rien. Et je pense qu'effectivement les serial entrepreneurs qui ont peut-être déjà vu le film, peut-être quand ils recréent une nouvelle boîte, se disent ok, je veux que la boîte elle soit comme ça, on va être content comme ça, et c'est ce qui fait après que quand la poussière redescend un petit peu et qu'on a un peu d'heures au compteur, on a créé un actif qui est un peu intangible mais qui est hyper solide, qui est une super boîte dans laquelle tout le monde est content de bosser, quoi. Mais tu vois, ça rejoint le côté où on dit toujours customer first, le client d'abord. Et ça, je suis tellement pas d'accord. Oui, bien sûr, c'est lui qui te fait vivre, mais tellement pas d'accord. Et moi, j'ai toujours dit, c'est l'équipe d'abord. Parce que comme tu recrutes des gens intelligents, si l'équipe est heureuse, le reste, ça déroule. Alors, tu peux te dire, dans une grosse organisation, ça paraît logique, etc. Mais je vais te prendre un exemple. Là, dans mon lieu de mariage qui m'occupe les week-ends, c'est simple. Je suis allé voir les traiteurs, je leur ai dit, OK, comment on a fait une belle salle de traiteur avec tu vois, chambre froide, leur propre parking. Enfin bon, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire de plus pour que vous soyez heureux? Parce que si le traiteur est heureux, on sait que derrière, le mariage, il va bien se passer. Ils m'ont dit, oh putain, on rêverait d'avoir une douche. Je dis, OK, 56 couchages, si je sacrifie une chambre pour une douche hypothétique auprès des serveurs, ça m'impacte mon chiffre d'affaires quand même significativement, ça fait chier. Et donc du coup, j'ai déplacé un mur dans un barbecue, je t'épargne le truc, et résultat, ils ont une douche. Et le fait de voir que même à cette réponse-là, où tu as les serveurs qui courent toute la journée, parfois par 40 degrés, je leur ai mis des Fitbit, ils font 16 bornes en une journée, donc ça te donne un peu le rythme des serveurs. Le soir, tu n'as pas envie d'être servi par quelqu'un qui a des auréoles sous les bras. Le fait qu'il y ait une douche, tu résous ce truc-là. Et là, tu es vraiment dans le côté les équipes d'abord, et comme les équipes sont heureuses et qu'elles ont pu se changer, tu sais que le mariage va bien se dérouler. Et tu peux le décliner sur un exemple aussi tout petit que l'organisation de mariage.
versus une grosse tôle comme Abetesti ou comme Cedexis, où on était plusieurs dizaines, voire centaines dans différents pays. L'équipe d'abord, si l'équipe est heureuse, tu sais que derrière ça déroule. Et ce que je te partageais sur l'outage, si j'avais eu une équipe qui n'était pas heureuse et alignée, quand on a eu la panne et qu'on devait 2 mois de facturation à 100% de nos clients, la boîte, elle était pliée, quoi. Enfin, déjà qu'on cramait pas mal tous les mois, si tu en plus tu fais pas 2 mois de chiffre d'affaires, ben, c'était fini, quoi. Tu plies le rideau. Et l'humain et le fait d'avoir ces gens complètement passionnés et proches de leurs clients c'est ce qui a vraiment tout changé. Donc, Écoute, si un truc une erreur que je vois souvent et surtout dans les scale-up. Donc là, on est plus dans des boîtes un peu plus grosses où on dit souvent ceux qui ont lancé sont pas ceux qui maintiennent. Et ça, j'ai toujours du mal avec ça. Et combien de fois je vois des investisseurs qui rentrent au capital en tour B ou autre et qui disent ok, bon, maintenant il est temps de partir sur l'international et d'appuyer à fond sur les US à tout hasard, et que les fonds tordent le bras du fondateur en disant bon, bah maintenant c'est bien gentil votre marketing à la française, maintenant il va falloir le déployer à l'international, et du coup démotive très particulièrement tous ceux qui ont tout monté de zéro depuis le début, qui ont la boîte dans leur sang. Quand je veux dire que vraiment qui sont imprégnés et qui connaissent tous les tenants et les aboutissants et toutes les subtilités de la boîte, qui savent partir particulièrement, surtout aujourd'hui, faire du lead generation, parce que c'est souvent ce qu'on demande au marketing, du lead generation partout en Europe, le faire aux US quelque part, voilà, et qui du coup te recrute quelqu'un aux US parce qu'elle est américaine, et ce syndrome de l'Européen qui pense que parce que ça vient des US, c'est toujours mieux que ce qui a été créé en France. Ça, le nombre de fois où j'ai bouffé mon chapeau là-dessus, c'est quand même assez impressionnant. Et du coup, bah, tu dis, OK, you get what you pay for. Donc, à l'américaine, tu embauches quelqu'un à un prix extrêmement important, tu lui files des tonnes de stock options, et le résultat, franchement, dans 90% des cas, et ben, tu as beaucoup moins qu'avant, et tu as non seulement démotivé tes équipes françaises, tu n'as pas du tout fait la croissance qui était prévue, et puis qu'est-ce qui se passe? Bah, à la fin, tu coupes la tête de la personne qui était aux US. Mais l'impact, c'est que tu as perdu un an, tu as perdu une dynamique, tu as perdu ta spirale positive, parce que si les fondateurs et les fonds sont capables de couper la dynamique d'une équipe qui commençait à s'étendre à l'international, qui commençait à s'étendre en Europe, et qui se dit, bon, ok, maintenant qu'on a bien compris les contraintes européennes de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, de la Suisse et des pays du Sud, les US, ça va être le même principe, mais en format XXL, avec des gens qui sont quand même plus faciles parce qu'ils sont plus directs dans leurs demandes. Casser cette dynamique-là, ça, c'est une erreur que je vois très très souvent, et souvent, ils s'en mordent les doigts au minimum un an après, le temps de se rendre compte que c'était pas la bonne personne, ou en tout cas pas la bonne dynamique. Bah écoute, en tout cas, Julien, un grand merci pour tout ça. Moi, je suis, c'est un crève-cœur en fait, ces formats d'épisodes. Ce que je te dis, il y a vraiment des tonnes de sujets dont j'aimerais parler. Après, je me dis, bon, est-ce qu'on fait des épisodes de 4 heures? Est-ce que les auditeurs et les auditrices sont prêts pour ça? Est-ce que Julien est d'accord? J'en sais rien. On n'a pas signé pour ça. Mais bon, en tous les cas, on continue ce format. On espère qu'il vous plaît autant qu'à moi, et on va le continuer. Et je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview avec les questions traditionnelles. Déjà, on te retrouve, on veut discuter avec toi. Par où on te contacte? Alors, le plus simple, c'est vrai que c'est LinkedIn. Et je vous prie de m'excuser par avance, c'est que des fois je réponds pas tout de suite, parce qu'il y a quand même beaucoup de sollicitations, même si j'essaye de me discipliner là-dessus. Sinon, coulon@gmail.com, c'est mon email perso, et à utiliser avec parcimonie, mais avec plaisir. Et puis sinon, mon téléphone, il est accessible sur Internet, 06 07 13 68 56. Et si je peux aider des entrepreneurs à éviter de faire les bêtises que j'ai pu faire, ça sera comme ma thérapie.
Est-ce que tu as, côté contenu, alors je vais t'embêter un peu, parce que je suis sûr que tu as beaucoup, beaucoup de choses qui te plaisent beaucoup. Si tu devais avoir une seule ressource que tu partages, que tu recommandes, genre un livre, un podcast, un blog, si tu devais, n'en garder qu'un, ça serait quoi? Bon, il y a Niro, bien sûr. Oh, tu flatteur! Bah, je le prends bien volontiers. Le bouquin qui m'a fait prendre la décision de quitter Crédit Mutuel, c'est Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Ça vraiment, il m'a bien inspiré. Il m'a fait comprendre que en tant que, allez, si c'est pas très, c'est un petit peu prétentieux, mais en tant que warrior, où tu te rends compte que tu as 4 couleurs de différence entre le fonctionnement de la boîte et ton fonctionnement à toi. Le bouquin dit parfaitement bien et explique parfaitement bien que s'il y a une couleur de différence, tu peux arriver à influencer une boîte. Mais s'il y a plus de 2 couleurs, tu n'y arriveras pas, c'est toi qui fais le grand écart, et une boîte de plus de 100 000 personnes versus toi tout seul, t'as beau essayer, tu n'y arriveras pas. Et donc ça m'avait pas mal marqué, et c'est ce qui m'a fait dire, ok, bon, bah, cette fois-ci, tu vas pas essayer de jouer les Warriors, tu lâche l'affaire et laisse-les mûrir, s'ils veulent aller dans cette direction-là, parce qu'ils n'ont pas forcément non plus envie d'aller dans cette direction-là. La boîte marche très bien et les gens sont très heureux. Donc, mais est-ce que ça me correspondait à moi? À la fin, non. Et c'est pas grave de voir que mon chemin allait dans une direction, la boîte allait dans une autre direction, les chemins se séparent, ça fait partie de la vie de l'entreprise, et tout le monde se quitte, propre et heureux. Non, les bouquins d'entrepreneurs, pour ceux qui veulent entreprendre. Il est bien Reinventing Organizations, hein, pour entreprendre en vrai, hein. Ouais, il est bien. Ouais, je trouve que ouais, il est bien. Et non, on m'avait dit que c'était pas possible là, tu sais, du fondateur de Criteo. C'est vrai que j'avais l'impression de dire mon histoire quand je lisais ce truc-là. Donc, on vit un peu pas mal les mêmes choses. Là, tu me sèches un peu parce que. Bah, attends, mais tu rigoles, je te dis que je te sèche, t'en sors 2, 3, 4. Donc, je fais juste un petit point sur Reinventing Organization, tant que j'y pense. 2 choses, ça c'est un de mes refrains préférés. Si vous vous dites encore Reinventing Organization, tout le monde le cite, bah, c'est parce que c'est vachement bien. Et si vous l'avez pas lu et que ça fait 10 fois que vous en entendez parler, bah, arrêtez ce que vous faites et lisez-le, please. C'est valable pour Reinventing Organization, c'est valable pour d'autres. Et surtout Reinventing Organization qui est un petit pavé quand même. Si vous êtes plus à l'aise avec l'audio, typiquement vous écoutez un podcast, il existe en audio-livre et il existe en BD. Une BD qui est très très bien faite, qui est très simple à lire, donc pas d'excuses. Qui est un petit peu plus light, mais un peu plus light, un petit peu plus light, mais oui, absolument, absolument. Ça, c'est vraiment en fait, quand on est sur des ressources humaines, s'assurer et être suffisamment serein de dire non à un recrutement, même si on cherche un job, si l'analyse que vous en faites montre que l'entreprise est hyper rouge, par exemple, donc très top-down, et que vous êtes plus dans une optique d'intelligence collective et de responsabilité distribuée, il y a trop d'écart, et même si vous êtes recruté, à un moment, vous allez être malheureux, et est-ce que ça vaut le coup d'être malheureux dans une organisation qui marche très très bien, mais qui est juste pas câblée c'est comme vous n'avez pas les mêmes paires de lunettes. Ils ont des lunettes de vue, vous avez des lunettes de soleil. Et ben voilà, quand vous regardez le soleil, ben vous avez moins mal parce que vous regardez le soleil. Eux, ils ont un peu plus mal parce qu'ils regardent le soleil. Par contre, de près, ils voient mieux et vous voyez moins bien parce que vous avez des lunettes de soleil. Et c'est pas grave. Vraiment, c'est se donner cette indulgence par rapport à ça, parce que plus les gens seront heureux dans une entreprise, plus ils seront efficaces et plus ils rendront du bonheur à la maison, et on apaisera un petit peu toute cette pression sociale que tout le monde se met. C'est parfois un peu pénible, cette espèce de hyper compétitivité entre les gens, alors que l'intelligence collective est 10 fois plus efficace et 10 fois plus épanouissante. Et enfin, dernière question, on aime bien les passages de flambeau, les passages de relais, ou en tout cas les témoignages publics d'affection et de tendresse. Si tu étais à ma place et que comme moi, tu es à la recherche de serial entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui ont fait des jolies choses, qui pourraient parler un peu de leurs apprentissages RH, people, leadership, qui est-ce que tu inviterais ?
va falloir que tu le coupes là, parce que je vais réfléchir. Alors, Ah non, tu l'avais noté. Je vais te la redonner. Tu m'avais dit Rémi Dabetesti. J'avais dit Rémi Dabetesti, tu vois, Rémi Dabetesti, absolument. Que voilà, en termes de RH, je trouve que ce qu'ils ont mis en place est top. Il y en a un autre que je t'invite à interviewer, c'est Benoît Varin de chez Recommerce, qui vient de vendre sa boîte à United Bee, donc au groupe Mullier, et sur la culture d'entreprise. C'est une culture d'entreprise qui est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ils sont très frugaux. Ouais. Oui, donc ils font très attention, et c'est ce qui matche bien avec United Bee et avec donc Universal, avec Mullier, pardon. Et pour l'anecdote, ils font tellement attention, donc c'est l'économie circulaire. Hein, moi, je définis e-commerce comme un algorithme qui sait à combien acheter un téléphone portable et quand. Ensuite, le réparer, et quand le revendre et à combien. Donc, si je résume ça, et là, ils sont en train de monter Circularix, qui permet justement une plateforme qui va permettre de créer tout un écosystème d'économie circulaire autour de tous les produits. Et je trouve que la culture d'entreprise qu'ils ont mérite attention. Et pour l'anecdote, ils ont fait un séminaire. Je crois que c'était en Normandie, alors qu'ils sont basés à Paris, à Gentilly, et je crois que c'était en Normandie ou dans ce coin-là. Et dans cette culture entreprise est tellement forte, ils font tellement attention à la planète, que certains, voire un très grand nombre, sont partis au séminaire, non pas en train, non pas en voiture partagée, non pas en bus partagé, mais à vélo. Et quand tu te dis que tu as réussi à avoir une équipe, et ils sont une bonne centaine, hein, dont une bonne partie de l'équipe s'organise pour aller à vélo au séminaire pour réduire leur empreinte carbone, tu te dis qu'en termes de culture d'entreprise, tu as quelque chose qui est quand même assez dingue, et je suis assez admiratif non seulement du problème qu'ils résout et qu'ils ont vu et anticipé depuis de nombreuses années, et le fait d'être acheté par Mullier et te dire qu'un énorme groupe, donc c'est Auchan, tu vois, enfin Decathlon, Leroy Merlin & Co. Imagine qu'à terme, là c'est moi qui le dis, hein, c'est pas eux, mais tu rentres dans un magasin Auchan, tu as un rayon bio, tu as un rayon promo, et tu as un énorme rayon, voire 2/3 du reste du magasin, c'est que de l'économie circulaire avec des produits reconditionnés de qualité. Et ben là, ça te donne beaucoup d'espoir sur l'avenir de notre pays, de notre planète et de l'innovation. Et je trouve ça, dans les fondamentaux, excellent. Et tu vois, on fait beaucoup de réunions avec Mullier, et comme on a des DRH et des entrepreneurs qui nous écoutent, j'ai découvert ce que c'était que le huis clos. Et donc, le huis clos, c'est, tu as une présentation faite par une équipe. À la fin, bon, tu as des débats, comme dans toute réunion classique, sauf que la dernière demi-heure, les dernières 20 minutes, ceux qui étaient présents à la réunion sont sortis de la salle. Et là, tu as tout le monde qui va faire un résumé de cette réunion, définir les objectifs, parler d'une seule voix et avoir un mot toujours positif, toujours encourageant. Il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent pas bien, ça fait partie de la vie de l'entreprise, mais le fait de pouvoir parler d'une seule voix, c'est tellement mieux qu'un nombre de boards auxquels j'assiste, où tu as l'entrepreneur qui est présent, et puis un VC qui dit faut aller à gauche, l'autre VC qui dit faut aller à droite, et puis à la fin, le fondateur, quand il sort du board, c'est une girouette parce qu'il sait pas par où aller, il a plutôt reculé qu'avancé. Ça, c'est typiquement des méthodos d'organisation de réunion qui, pour moi, faudrait généraliser. Il faudrait en faire une bible, ce truc. Je trouve ça redoutable d'efficacité et extrêmement bienveillant. Eh ben, écoute, en tout cas, que ce soit nos amis d'Abetesti, nos amis de Recommerce, vous êtes le bienvenu sur ce podcast. Si vous voulez mettre votre pierre à la Bible, en tout cas, nous, on va essayer de prendre notre plus belle plume et d'aider à l'écrire. Écoute, Julien, on va atterrir sur cet épisode, et c'était vraiment un plaisir de te faire revenir sur le podcast de Yaniro. Moi, ça me fait tout drôle, parce que je me dis qu'entre la dernière fois qu'on s'est parlé et maintenant, entre-temps, il y a eu le Covid, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées. Ça fait un peu quelque chose.
Mais en tout cas, un grand merci une nouvelle fois pour ton temps. Et puis, je te dis quoi? Je te dis à la prochaine. Il y en aura probablement une. Avec grand plaisir. En tout cas, je peux dire que tu m'as manqué et que même si là j'ai l'impression de t'avoir vu hier ou avant-hier, tu m'as manqué parce que je trouve que nos discussions qui m'obligent à réfléchir et avoir sur des sujets de fond sont toujours très passionnantes. Et je ne peux que t'inviter à venir dans le Sud. On passe quelques jours ensemble pour refaire le monde et imaginer plein de sujets qui vont aider d'autres entrepreneurs, d'autres DRH, d'autres gens à imaginer le monde du futur qui est quand même plein d'espoir. On a quand même une chance inouïe d'habiter en France et donc profitons-en et faisons profiter aux autres de nos expériences respectives. Eh ben écoute, l'invitation est là, je viens et puis en tout cas un grand merci et puis à la prochaine Julien. Salut Alexis. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.com.